Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club Datalogie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pause data autour d'un sujet que l'on sait tous très important et qui peut clairement parfois être un frein pour embarquer sur les projets data. Je parle de la confiance dans les data. Ce sujet, en fait, il est apparu au fil de ma discussion avec Morgane Panjon. Elle est Human Data Business Partner. C'est une DRH expérimentée qui, après un parcours classique en gestion ressources humaines, vient de terminer une formation data et statistiques qu'elle applique au RH. Bonjour Morgane. Bonjour Florence. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ton profil, pour moi qui suis évidemment plus que convaincue que la dimension humaine et donc psychologique est essentielle pour mener à bien des projets data, c'est que tu as en fait un petit peu les deux facettes dans ton profil. Hein. Effectivement, je suis une ancienne psy, une pure RH comme on appelle, qui ne sait faire que de la RH, qui un jour a rencontré une femme extraordinaire et qui est partie, grâce à elle, et réétudier les maths, faire du code, s'investir là-dedans et utiliser finalement toutes les données que je saisissais depuis 20 ans dans les systèmes d'information. Et C'est voilà, génial. partagé. Voilà. J'adore. Alors, on va profiter de toutes ces ressources parce que c'est ce que tu m'as dit. Hein, tu as énormément lu. Tu t'es immergé vraiment dans cet écosystème pendant ces 2 années pour justement profiter de ton approche du sujet très personnel. Pour démarrer, je te propose qu'on repose le contexte. Bien Pour sûr. toi, qu'est-ce qu'il faut attendre des interactions entre les data et les RH? Alors, il y a deux grandes visées. D'une part, moi, je suis convaincue que la RH, ce n'est pas une activité philanthropique. On gère la carrière, en fait, des salariés. On est là pour participer au ROI de l'entreprise. Nous sommes des business partners. On a ça dans notre titre, en fait. Dans ce cadre, étudier, en fait, les données, en fait, qui sont disponibles dans les systèmes d'information qu'on remplit. By the way, hein, c'est une nécessité pour effectivement remplir toutes ces missions. D'autre part, travailler les données RH, c'est finalement développer, et c'est ce qui est le plus important, une RH préventive et une RH qui va plus vers la gestion des risques futurs. C'est ça pour moi les deux grands aspects. Très bien. En préparant cet échange, tu m'avais partagé ta conviction que pour toi, c'est une évidence. Il faut que tous les HR VP, et d'ailleurs, on peut l'étendre à tous les décideurs des métiers, hein, tous ceux qui sont en contact des données, donc finalement tous les décideurs, c'est hyper important qu'ils se forment même basiquement à la data. Ça te semble essentiel et tu me disais, j'aimais bien ta phrase, pour leur permettre d'articuler leur intuition avec les chiffres. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ta conviction? Alors oui, totalement. C'est en fait la fonction RH, et comme beaucoup de fonctions, c'est d'abord de l'entretien. Donc en fait, on a dans la fonction RH beaucoup de relations avec des entretiens avec les salariés, les managers, les institutions voilà, syndicales. En fait, au fur et à mesure du temps, on se forge des convictions. Mhm. Et en plus, on va vraiment asseoir nos convictions parce qu'on va lire, on va connaître notre secteur d'activité. Donc finalement, on se forge une philosophie. Parce qu'on peut voir assez facilement qu'on peut tomber dans le problème du biais. Donc, Mhm. pour le prendre en main, ce biais, il va falloir passer par l'exercice de quantification. Dit autrement, il va falloir travailler la data disponible et comment on la travaille avec des stats et avec du code. En fait, de façon très simple, il va falloir s'immerger dans la data. Et quand on a des grosses difficultés, parce qu'on est allergique aux maths hein, ou aux stats, en fait, l'idée, ça serait quand même d'avoir à côté de soi un intervenant qui est un data analyst, pas forcément un data scientist, en fait, et qui nous accompagne et qui nous écoute, avec qui on peut échanger, pas que nous, hein, les managers aussi, et en fait créer un lien pour éviter ce biais, ou en tout cas le travailler et le regarder. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas en fait vraiment le savoir-faire et le feeling que peut avoir voilà, le patron des RH ou le patron des métiers, mais on vient lui associer quelque chose de moins subjectif, c'est ça, le plus d'objectifs qui sont les données. C'est vraiment important d'avoir les deux en fait. C'est ça, c'est avoir et du qualitatif et du quantitatif, Mm, être dans une démarche multidimensionnelle. très C'est bien. pas seulement investir une seule démarche, c'est dire je pense que. Ok, tu penses que, mais on va voir ce que nous dit la data. On va essayer d'agrémenter en fait notre intuition. Très Parce bien. qu'on peut se tromper en fait, c'est la Oui, vérité. c'est humain. Voilà, on est humain, c'est les biais humains. Alors revenons à ce sujet de l'importance de la confiance dans la data, plus particulièrement dans les RH. Pour toi, en quoi est-ce que c'est clé la confiance dans la data?
Alors, déjà, parce que, alors, moi, je parle beaucoup du HR Data Lover. En fait, c'est le meilleur allié dans l'analyse des phénomènes sociaux. Et je dirais que c'est la pierre angulaire. Et je vais vous dire pourquoi après. C'est celui, en fait, à qui revient de poser la confiance. C'est lui qui est en charge de poser la confiance euh, avec tous les interlocuteurs qui sont dans la boucle. Il n'y a pas que le salarié, il y en a beaucoup, en fait. Très bien. Pour réussir à trouver des pistes d'action pour solutionner, ce sujet de la confiance dans la data, tu es parti en fait des 4 piliers de la confiance en psychologie, c'est ça? Et tu l'as finalement décliné, appliqué à la data, c'est ça? Alors, en fait, comme je suis psy au démarrage, il y a un modèle que j'aime bien et je travaillais pas mal avec les salariés. C'était le modèle d'Echeverria qui parle de comment on met en place la confiance. Et la confiance, selon cet auteur, se met en place selon 4 piliers, qui sont l'honnêteté, la crédibilité, la compétence et l'engagement. Et en fait, j'ai décliné les projets data et la posture RH, en fait, à partir de Ce prisme-là. voilà, ce prisme, et ça marche pas trop mal, en fait. Alors, on va tester ça tout de suite. Alors, on commence avec l'honnêteté. Oui. Pour un HRVP, quand on parle d'honnêteté, d'intégrité, finalement, on parle de quoi? Alors, on parle en fait de la capacité du HRBP à avoir connaissance des anciens projets RH, de la législation qui est en place et des normes RGPD. Et en fait, c'est lui qui va être en charge d'encadrer en fait sincérité et honnêteté dans ses activités, au jour le jour. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. On veut étudier les facteurs d'accessibilité au programme de formation des salariés. La littérature, je fais un pont avec la littérature, nous dit qu'en fait, quand on est une femme monoparentale avec des enfants en bas âge, en fait, notre accessibilité est moins importante. Donc, si je veux vérifier ça dans mon entreprise, ça pourrait être un prisme d'analyse. Eh bien, finalement, je peux le faire, mais je suis un petit peu encadrée par les normes RGPD. Et là, le HRBP, il a son rôle, qui est d'avancer honnêtement dans ce cadre-là et de dire au manager, voilà, tu Ça, on veux, peut faire, ça, on voilà, peut pas faire. ça on peut faire, ça on peut pas faire. Et doit être sincère, en fait, dans sa démarche. Mmh. Et ça, c'est bien. Très bien. Puis vient le 2e pilier, la Oui. crédibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la crédibilité, c'est la compréhension, en fait, par le HRBP des données qui sont réellement disponibles. Alors, c'est leurs conditions d'obtention jusqu'à tout le travail, en fait, de nettoyage, parce qu'évidemment, de toute manière, on fait du travail de nettoyage quand on va faire de l'analyse, des données RH. Donc, je vais vous donner 2 exemples qui vont parler à tout le monde. RH, c'est pas RH. Quand on veut travailler les diplômes, enfin des aspects diplômes, en fait, comment ça impacte le diplôme dans la carrière, globalement, il faut se reposer la question de comment c'est saisi. Et c'est souvent assez mal saisi. Voilà, parce qu'on est allé vite, parce que finalement, on a laissé les champs libres. Mmh Ne sont pas nombreuses les entreprises où les champs ne sont pas libres là-dessus. Et donc, voilà, donc c'est assez mal saisi. Donc, il y a un travail de nettoyage à envisager avant d'utiliser ça pour des analyses. Un autre exemple, je vous donne, identification des key people. La littérature nous dit qu'effectivement, l'âge et l'ancienneté sont très importantes dans l'identification des key people pour les stratégies de rétention. Très bien. Comment je segmente ça de façon opérante? C'est des questions, du coup, c'est est-ce que je mets 0,3 ans? Est-ce que je mets 3,7 ans? Est-ce que je mets 5,10 ans? Est-ce que je fais plus grand? Et par rapport à mon secteur d'activité, ça va changer. Donc l'interrogation, elle doit se poser là, parce que la donnée finalement d'ancienneté et d'âge, on l'a, mais comment on la travaille? Donc c'est effectivement, c'est être crédible par rapport à son rapport, par rapport à sa connaissance de sa population de gestion. Voilà. Très bien. C'est intéressant parce que ça revient encore vraiment à la valeur ajoutée et à l'expérience. 3e pilier, la compétence. Alors, la compétence, l'idée, en fait, c'est vraiment de proposer des modèles statistiques qui sont compréhensibles par tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas tout le temps besoin de gros modèles de machine learning. Et le deuxième point, c'est de vérifier des hypothèses. C'est-à-dire, on veut vérifier l'effet de quoi sur quoi. Et la troisième chose qui pour moi est fondamentale dans le spectre de la compétence, c'est la mise en place de protocoles de suivi. C'est-à-dire ce qu'on a décidé à un temps T n'est pas forcément valable à un temps T plus 1 et avoir effectivement cette compétence de remettre en cause. Je vais vous donner 2 exemples. Lorsqu'on veut comprendre l'influence sur les salaires comme le sexe, l'âge, le métier, le nombre d'enfants à charge, en fait, globalement, il faut juste une très bonne régression linéaire.
Mmh, On mmh, n'a mmh. pas besoin de plus. On fait un redressement de population, mais on fait juste des régressions linéaires. Donc, en fait, ça, c'est à la main, c'est de C'est la accessible. statistique. Oui, c'est accessible, en fait. Et c'est pas complètement ahurissant. Deuxième exemple, on veut regarder un truc un peu plus fin, qui est mettre en lumière les représentations sociales genrées qu'il y a dans son entreprise. Ben, comment on peut les capter? Un truc super simple, c'est dans les évaluations annuelles, et ce qui est écrit dans les évaluations annuelles, pardon, on peut faire une analyse sémantique. Alors, après, Mmh. on touche un peu plus au niveau maths, eh ben, on fait une analyse des correspondances multiples. Alors là, tous les sociologues le connaissent, ça. C'est un peu plus fin, mais bon, ça se fait. C'est pas non plus hyper compliqué. Donc voilà, l'exercice statistique en soi n'est pas un exercice insurmontable. Ça demande 2, 3 compétences, mais on peut y aller très facilement. Si En tout vous cas, savez y aller, c'est c'est que vous pouvez y aller tous. c'est vraiment savoir plutôt la question qu'on va poser, quoi. Il faut se poser, s'asseoir, réfléchir. C'est ça finalement la valeur ajoutée, hein. Elle est encore plus dans cette, partie de réflexion que dans la partie, technologique qui doit pas être un frein en tout cas. C'est ça, exactement. Très bien et pour terminer, l'engagement. Alors, pour moi, l'engagement, c'est dans le projet, dans tous les projets RH ou pas, hein, data. En fait, l'idée, c'est d'embarquer l'intégrité des acteurs de la ligne RH, les utilisateurs et des métiers, en fait, pour que tout le monde, en fait, réfléchisse ensemble. Moi, je m'engage pour une RH préventive, celle qui donc investit du temps et celle qui, oui, utilise et le quanti et le quali, c'est bien ce que on a dit en introduction, et qui est surtout dans la ligne de ce que dit Olivier Martin, qui dit que les chiffres nous parlent d'une société qui les produit, mais ils n'ont pas forcément vocation à refléter une réalité. Ils servent à articuler et coordonner les individus et leurs actions. On Donc, retrouve la notion d'articulation, dont tu parlais au début, c'est quoi. ça. On s'articule par les chiffres, on regarde une réalité, ça n'enlèvera jamais le qualitatif, donc ça n'enlèvera jamais le fait de mettre autour de la table l'intégrité des acteurs, en fait l'intégralité des Mmh. acteurs, et de discuter là-dessus pour effectivement coordonner. Donc c'est une démarche plurielle, c'est une démarche préventive, et je pense que c'est grâce à la data qu'on peut vraiment éclairer différemment et qu'il faut vraiment qu'on passe le temps nécessaire à faire ça pour gérer correctement des carrières, pour gérer des sauts démographiques aussi, pour gérer un monde qui est de plus en plus complexe. Et la data peut nous y aider. Voilà. J'aimais bien en préparant cet échange, tu m'avais dit: «Je milite pour la complexité», hein, vraiment pour cette approche très, ouais, Multidimensionnel, et multidimensionnel. exactement, très riche, très enrichie, en fait. C'est ça, enrichi et avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité par rapport aux faits qu'on voit. Le fait social que nous voyons à la RH et que le manager voit, que tout le monde voit, est un fait complexe. Donc il faut pouvoir l'éclairer par vraiment différentes approches. Et je pense sincèrement que le HRBP est dans cette position, il doit être dans cette position d'ouverture et aller chercher tout ce qui est à disposition pour articuler vraiment le présent au service des autres, hein, on est bien Bien d'accord. sûr, on est d'accord et du business. Et du bien sûr. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Morgane pour le partage de ta vision. C'est très précieux, c'est très riche, c'est très, on sent vraiment le fruit de ta réflexion et de, ces 2 années que tu viens de passer immergée dans tous ces sujets. On se permettra de partager, les des slides aussi que tu nous avais, justement partagés avec nos followers, comme ça ils vont pouvoir retrouver les 4, fameux grands piliers. Où est-ce qu'on peut continuer à discuter avec toi si le sujet nous passionne? Eh ben, directement sur LinkedIn, je réponds à tout. Et Vive je LinkedIn! voilà, et je publie régulièrement des réflexions, fruits de ce que je vois dans la littérature et que j'essaye d'appliquer à mon petit niveau dans la pratique RH. Voilà, j'essaye d'éclairer différemment. Merci beaucoup, Morgane. À très, très bientôt. On reste connectés. On reste connecté. Merci à toi. Au revoir.